Bon, bah super. Eh ben, bonjour à tous et merci de vous être rendus disponibles. Pour le coup, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'était de pouvoir parler de la transparence salariale. En l'occurrence, ce qu'on aime bien faire, nous, au Club des RH, c'est de faire intervenir un membre de la communauté pour pouvoir échanger sur un sujet d'actualité. Et voilà, donc la petite histoire, le Club des RH, ceux qui ne le savent pas, c'est une plateforme de mise en relation avec des consultants RH indépendants. Et donc, on fédère un réseau aujourd'hui de plus de 1200 personnes réparties sur une trentaine de métiers. Et la partie Compensation and Benefits fait partie justement des expertises RH qu'on peut adresser. Et pourquoi on a décidé avec Émilie et Clément de parler de la transparence salariale? C'est parce qu'il y a une directive européenne qui court sur l'année 2026 et qui va tendre à pousser les entreprises à être plus transparentes du point de vue des salaires. Et donc, pour pouvoir anticiper ça, on s'est dit de pouvoir en parler, pouvait être justement un sujet intéressant. Donc, pour pouvoir avancer sur la suite, ce qu'on vous préconise, c'est de poser votre question soit dans le chat, soit de lever la main tout simplement. Et comme ça, Clément pourra soit poser les questions à votre place, soit vous pourrez les poser directement sans couper la parole à Émilie, grosso modo. Donc, Émilie, on te laisse peut-être te présenter et ensuite nous présenter ce sujet. Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Donc, je m'appelle Émilie. Je travaille en rémunération et avantages sociaux depuis toujours. Donc, dans le conseil et les entreprises. Et aujourd'hui, j'accompagne les DRH qui n'ont pas la compétence en interne à structurer, sécuriser et transformer leurs pratiques de rémunération. Mais sans plus attendre, je vous propose de commencer. Et la première chose, en fait, ça va être de vous entendre. Alors, n'hésitez pas à dire dans le chat qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous entendez par transparence salariale. N'hésitez pas à nous faire un petit mot dans le chat ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main pour tenter de nous en parler. Est-ce que ça vous fait penser plutôt équité, peut-être communication, galère, c'est possible aussi. Bonjour. Ou amende, on va y revenir rapidement. Bonjour, je peux commencer peut-être. Moi, d'après ce que j'ai lu sur le projet de loi, c'est surtout en fait que justement la aussi communication externe vers les candidats. Donc, en amont, en fait, les grilles salariaux dans les annonces, on peut communiquer dans le processus de recrutement tout au début. Mais en fait, ça veut dire qu'en fait, on doit aussi être clair en interne sur nos propres fourchettes, nos grilles et nos aussi. En fait, ça veut dire qu'il faut faire tout un travail en interne et aussi le communiquer en interne et à l'externe pour qu'on puisse communiquer justement en fait, via l'interne avec l'externe. Et ben voilà, Svetlana a tout dit. On peut y aller. C'est exactement ça l'enjeu. C'est exactement ça. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole, dire ce que ça lui évoque? Alors, on continue. On a des personnes timides, Émilie. On continue, il n'y a pas de problème. On va voir qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui. Ça, c'est hyper important. Donc, on va voir, on va dire, 3 étapes. D'abord, comprendre comment comparer les rémunérations dans votre organisation et à l'extérieur. Donc, quand je dis extérieur, je parle du marché. Et l'important, ça va être de comparer ce qui est comparable, mais en toute objectivité. La deuxième chose, c'est analyser et prendre les bonnes décisions, les décisions adéquates. Et là, préparez-vous, on va vous reposer une question, on va illustrer par un cas concret et c'est vous qui allez choisir le cas. Et la dernière partie, c'est communiquer auprès des managers et des collaborateurs suivant votre culture, vos enjeux et votre niveau de transparence actuel. Alors, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire si vous me connaissez, ou en tout cas, je le répète très souvent, la communication, c'est l'étape la plus importante. Et vous pouvez avoir pris la meilleure décision, la plus objective. Si vous ne l'expliquez pas, alors vous n'avez rien gagné, mais en plus, je dirais que vous avez tout
perdu. Donc, la transparence, ça crée vraiment la confiance et la confiance, ça crée l'engagement. Donc, pour resituer un petit peu, donc Valentin l'a dit, en 2023, l'Union européenne a adopté une directive visant à promouvoir la transparence salariale et à lutter contre les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Et cette directive va devoir être transposée dans les pays membres d'ici à 2026. Alors, plus concrètement pour la France, en termes de calendrier, on s'oriente vers une période de concertation avec les partenaires sociaux, donc qui a déjà débuté en mai, qui continue sur juin, un avant-projet de loi en juillet, le projet de loi en septembre, avec vote du Parlement en octobre-novembre, pour une application en janvier 2026. Donc, vous devez vraiment retenir ça. Donc, c'est rapide, c'est extrêmement rapide. Et en France, ça va se traduire par la refonte de l'index. Et il y a effectivement plusieurs obligations. Informer les candidats des niveaux de salaire dès l'offre d'emploi. La directive interdit aussi aux entreprises de demander aux candidats le salaire précédent. Et ça va permettre aux collaborateurs de demander des informations sur la rémunération de leurs collègues occupant des postes similaires. Et l'important, c'est le occupant des postes similaires. Et il va falloir donc revoir l'index et publier des rapports sur les écarts de rémunération au sein des entreprises de plus de 100 salariés. Et là, il y a vraiment une volonté de renforcer les sanctions et une inversion des charges de la preuve. Donc, la transparence salariale, si vous êtes là aujourd'hui, vous l'avez compris, ça n'est plus une option. Et autant s'y préparer dès maintenant pour éviter les pénalités, mais aussi pour capitaliser sur les avantages, parce que des avantages, il y en a. Alors, commençons par comparer ce qui est comparable. Et alors, qu'est-ce qui est comparable? Est-ce que c'est le poste? Il y a beaucoup de postes uniques. Et puis, comment comparer un poste RH avec les opérations, les achats? Il faut donc trouver des critères objectifs. Par exemple, l'ancienneté. Sauf que l'ancienneté, aujourd'hui, on ne fait plus toute sa carrière dans la même société. Donc, si on tient à rémunérer une forme de fidélité, il existe une prime d'ancienneté, par exemple. On pourrait s'orienter sur l'âge, critère objectif. Tout le monde dispose de l'âge. Mais en fait, c'est considéré comme discriminatoire. Vous n'avez plus le droit de demander l'âge à un entretien d'embauche. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur critère. On pourrait partir sur le potentiel des personnes. Et là, moi, je trouve que ça pourrait devenir intéressant parce que en RH, vous avez l'habitude, on a tout un tas d'outils pour détecter le potentiel. Moi, ma question là-dessus, c'est pourquoi payer aujourd'hui quelque chose qui ne se réalisera peut-être jamais? On pourrait aussi considérer la performance. Mais en fait, la performance, c'est quoi? C'est vraiment, elle se fait dans un contexte, à un instant T, et elle n'est pas nécessairement reproductible. Donc, peut-être que c'est un critère à mettre dans une politique de variable, mais pas sur du pérenne et pas sur le salaire de base. Donc, on sent bien qu'en fait, ce n'est pas si évident et si direct. Je voulais prendre un exemple. Un comptable, quel que soit son âge, on attend quoi? On attend qu'il établisse des bilans, qu'il suive la comptabilité, qu'il assure la conformité fiscale. Et éventuellement, il peut y avoir différents niveaux, débutants, intermédiaires, experts. Et est-ce que ce sont les mêmes attendus, les mêmes contributions? On est toujours sur le même poste, mais qu'est-ce que l'on attend de différent? Ça va être l'impact, l'exposition à des niveaux seniors dans l'organisation, peut-être un niveau de connaissance ou de créativité. Mais alors, si je parle de créativité d'un comptable, comment je la compare à celle d'un acheteur ou de quelqu'un du marketing? Est-ce que je ne vais pas survaloriser un métier par rapport à un autre? Et donc, pour comparer ce qui est comparable, il faut utiliser des critères objectifs. Et c'est ce que vous retrouvez typiquement dans une méthodologie de grading. Donc, c'est une méthode utilisée pour classer les postes et les emplois selon un niveau de responsabilité, de compétence, de complexité, dans le but d'établir une structure salariale cohérente. Et le grading permet, à travers une méthodologie qui a été éprouvée, de comparer les packages de rémunération en interne et en externe. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est quand même de pouvoir répondre aux exigences de la directive européenne. Alors, je vous entends peut-être déjà me dire, bon, ben, c'est sympa, ok, ça fait 10 minutes que tu parles pour nous dire qu'en fait, il va falloir un projet qui prend 3 ans et 100 000 euros.
Je suis d'accord. Le grading, c'est un process qui est lourd à mettre en place et surtout à maintenir. Et peut-être, et très certainement d'ailleurs, que vous n'avez pas les équipes entières à dédier au grading. Alors, est-ce qu'il existe une alternative? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Il va falloir être prêt dans moins d'1 an. Et moi, ce que je vous propose, c'est une approche un peu pragmatique. Et en fait, comment on fait? On profite de ce que les autres ont déjà fait. Et l'alternative au grading pour avoir ces critères classants, c'est d'utiliser les enquêtes de rémunération. Parce que les enquêtes de rémunération, en fait, elles ont souvent, il y a déjà le travail de grading qui a été fait de cette classification des postes par famille ou domaine de fonction. Et les enquêtes présentent déjà quelques grands postes repères. Il y a des regroupements par niveau de responsabilité qui sont souvent des groupements de grades. Alors, c'est moins précis, mais ça permet d'aller vite et d'être efficace. Donc, en fait, les grands acteurs qui proposent des enquêtes de rémunération, ils ont déjà pré-catégorisé pour vous. Je veux quand même attirer votre attention de ne pas utiliser les méthodes d'enquête uniquement sur le titre. Vraiment, orientez-vous vers des enquêtes sérieuses qui reposent sur une méthodologie rigoureuse. Et encore plus si vous n'avez pas votre grading. Et en utilisant des données de marché, vous allez vous appuyer sur des données objectives externes, ce qui limite les biais internes et subjectifs qui peuvent surgir lors de l'évaluation de la valeur d'un poste d'une entreprise. Et donc, vous pouvez justifier des décisions salariales auprès de vos collaborateurs en leur expliquant que les salaires sont alignés avec les standards du marché pour des rôles comparables. Alors, il existe principalement 2 façons d'utiliser les enquêtes de rémunération. La première consiste à regarder quel est le poste de son entreprise et le comparer au poste similaire du marché. Ça s'appelle en fait le job matching. Et on fait correspondre un poste au poste du marché. Donc, c'est une approche qui est très populaire, elle est précise et ça permet vraiment d'avoir une finesse d'analyse. Mais, il y a toujours un mais dans l'histoire, si le panel du prestataire varie ou si le marché est incertain, comme par exemple les postes dans les domaines du digital, dans l'informatique, on peut constater des variations importantes. Et en plus, le petit bémol, c'est que cette approche, elle est très tournée marché pur. Elle ne prend pas en compte la comparaison interne. Et dans votre analyse, pensez bien à toujours prendre l'externe et l'interne. Et la deuxième approche, c'est la structure salariale. Elle demande vraiment un travail préalable en amont, mais permet de mettre en œuvre plus facilement. Donc, en fait, la structure salariale, c'est quoi? C'est la classique grille de salaire par niveau de poste et non pas par poste. Et son avantage le plus important est que l'analyse marché est faite et que l'analyse interne est faite en même temps. Et la structure salariale sert vraiment de point de comparaison pour tous les postes. Mais là, il faudra quand même s'appuyer sur un système de grading. Donc, vous l'avez compris, il va vraiment falloir choisir une approche. Et après, vous pouvez aussi mixer les 2 approches. Vous pouvez avoir une structure salariale. Et puis, au coup par coup, vous utilisez le job matching pour des postes ou des problématiques très spécifiques pour avoir une approche marché plus précise et compléter l'analyse. Donc, vous avez une vue globale de votre positionnement et une vue des cas individuels. Et en tout cas, dans le cadre de la directive européenne, les données de marché, ça n'est pas suffisant. En fait, le marché, ce n'est pas une référence absolue, puisque dans le cadre de la directive européenne, on vous invite vraiment à faire des comparaisons, mais des comparaisons internes. Et ce qui peut faire peur dans cette directive, c'est de devoir massivement rattraper des collaborateurs dont la rémunération ne serait pas au marché. Mais mal justifié, vous pourriez devoir aligner les rémunérations sur des collaborateurs qui sont payés au-delà des grilles, si vous n'avez pas de critères objectifs dans l'entreprise qui peut justifier les écarts. Donc, du coup, bon slide. Une fois que vous avez fait votre point de comparaison en externe, il s'agit vraiment de comparer les cas individuels en interne. Et là, je voudrais qu'on rentre encore plus dans le concret
et encore plus dans les détails de la méthodologie, vraiment pour pouvoir effectuer une comparaison par rapport à l'interne. Donc, il va falloir se poser les bonnes questions. Donc, le premier, c'est quel est le niveau de contribution du titulaire? Je vais tous les mettre. Je n'aime pas comme ça. Le premier, c'est le niveau de contribution du titulaire par rapport à la description et aux attendus du poste. Ce titulaire est-il plutôt en apprentissage ou déjà mature sur les postes? Et même si le titulaire a de l'expérience en général, il pourra tout à fait être en phase d'apprentissage sur le poste que vous êtes en train de regarder. Donc, il ne s'agit pas de l'expérience au global, mais de l'expérience de tenue du poste du moment M. La deuxième chose, c'est en termes de critères, vous pouvez valoriser les compétences critiques pour prendre en considération une situation spécifique pour des postes comparables en termes de responsabilité, de poids de poste. Et il est possible de pousser certaines rémunérations pour prendre en considération un marché tendu. Donc, tout à l'heure, je parlais des postes du digital. Bah, vous irez chercher pour ce type de poste plutôt le haut de la grille. Troisièmement, la performance du collaborateur. Alors, elle est souvent rémunérée dans les politiques de variables, mais pour une performance constante, vous pouvez la prendre en considération, notamment au niveau des hauts potentiels qui ont une évolution de carrière rapide. Et enfin, le dernier critère que je voulais voir avec vous, c'est n'oubliez pas de prendre en compte la rémunération globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble des éléments du package et ne vous restreignez pas uniquement au salaire de base. Et cela permet vraiment d'assurer une cohérence globale de votre politique. La directive sur les salaires prend en compte cette dimension globale. Donc, ayez-le bien en tête. Alors, je vous propose de passer sur un cas concret. On va revoir le package, donc je vais vous proposer trois cas et dites-nous dans le chat si vous préférez le 1, le 2 ou le 3. Alors, on a 3 cas. On a Léa, qui est une responsable RH très performante et qui est au-dessus du marché. Ouais, moi, j'aime bien mettre la RH au-dessus du marché, je trouve ça drôle. Donc, si vous voulez voter pour Léa, c'est le 1. On a Mireille. Mireille, elle a 15 ans d'ancienneté dans votre société et elle est comptable. Et Mireille est tout à fait au marché. Et enfin, le 3, c'est Léo. Et Léo, il est chef de projet et il a vraiment des compétences critiques. Et Léo, il est largement en dessous du marché. Donc, on va appliquer. Dites-nous qui vous souhaitez revoir. Voilà, on a déjà pas mal de 3, on a un peu de 1, un seul 2. Ah, Mireille. 2. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a le 3 qui prend le dessus pour le moment. Et en attendant que tout le monde peut-être donne son vote, il y avait, alors je perds totalement la question, il y avait Isabelle qui demandait s'il y avait des grands acteurs, j'imagine, sur les enquêtes, sur les enquêtes externes, c'est ça? Ouais, alors il y a 3 types d'acteurs. Vous avez les grands acteurs un peu traditionnels qui font du conseil en rémunération. Je vais essayer d'en citer quelques-uns parce que je ne voudrais pas être pris. C'est comme le marketing, vous n'avez pas le droit de la fausse pub d'en citer qu'un. Donc, vous allez avoir sur les enquêtes Willis Towers Watson, Mercer, Hay et On Hewitt, un peu en retrait en France, mais ça va être les grands acteurs un peu traditionnels avec des méthodes, des enquêtes très cadrées. Après, vous avez des nouveaux acteurs qui émergent sur le marché, qui vont plutôt être des acteurs avec des enquêtes qui se remettent à jour très fréquemment. Quand je dis très fréquemment, je crois que c'est même tous les jours. Donc là, ça va être plus dynamique et ils vont aller chercher non seulement les rémunérations de leurs clients, mais également des rémunérations qui seront trouvées sur le web, type j'annonce dans l'annonce de recrutement le salaire. Il faut que je me rappelle du nom, parce que j'en ai qu'un, je ne voudrais pas leur faire trop de pub. Je vous redis ça tout à l'heure, il y a Figures et ça va me revenir. Et après, les troisièmes acteurs, c'est vraiment plus des acteurs locaux. C'est très bien pour les non-cadres notamment. Ça peut être toutes les enquêtes qui sont liées aux conventions collectives.
Et vous avez des bons acteurs type CNV Alternative aussi qui peuvent vous aider. Ok, merci Émilie. En attendant, du coup, on a eu plein de votes et donc on a. Alors, je crois qu'il va y avoir évidemment des frustrés parce qu'il y en a qui disent on veut les 3, mais on voit que le 3 il sort du lot. J'ai vu qu'il y avait pas mal de 1 aussi, et je dirais que le 2 et Mireille arrive en 3e position, mais le 3 est clairement le en dessous est au-dessus. Voilà. Le en dessous est au-dessus, très bien. Si vraiment vous vous sentez frustré, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ferai une petite session personnelle, peut-être pas sur le cas de Mireille, mais au moins sur le cas de Léa. Je calme mes slides du coup, parce que j'avais tous les slides pour tout le monde. Allez, on est parti. Hop, je me cale le petit discours. Eh bien, on revoit Léo. Donc, Léo, c'est le chef de projet depuis 3 ans. Élément moteur de son équipe, constamment à l'initiative de nouvelles méthodes et de solutions pour améliorer l'efficacité des projets. Une contribution très forte dans l'optimisation des processus et vraiment il contribue à la réputation et à la croissance de votre société. Léo, il possède des compétences critiques en gestion de projet, méthode agile. Il est reconnu pour sa capacité à mener à bien des projets avec efficacité, en respectant les délais et la qualité des livrables. Et son package salarial est donc en deçà de celui du marché, avec un salaire plus bas que celui des autres chefs de projet dans la société et encore plus bas que celui de ses homologues dans d'autres entreprises. J'ajoute, Léo n'a pas de bonus malgré son poste et le grade de son poste. Et bien que très impliqué, Léo, il a commencé à questionner son manager sur son positionnement salarial. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment vous aider le manager? Alors, déjà, pour vérifier les éléments de préparation, demandons-nous si le poste se situe dans le bon grade. Autrement dit, la première chose à faire, c'est de se dire, est-ce que l'on compare ce qui est comparable en termes de responsabilité et d'impact du poste? Parce que quand il y a un fort écart entre la rémunération actuelle et la rémunération cible, il est vraiment intéressant de se questionner sur le positionnement du poste. Et dans le cas de Léo, bon, on va dire qu'on a choisi et que l'hypothèse est la bonne et que le poste est correctement positionné. Mais sinon, vous auriez dû recommencer l'analyse externe et interne. Et c'est vraiment important, c'est la première vérification à faire. Ensuite, Léo, est-ce qu'il faut faire une revalorisation salariale? Alors, pour répondre à la directive européenne sur les salaires, une action est nécessaire, car on a dit que l'écart constaté était important. Mais en fait, dans la directive, on parle d'un écart de plus ou moins 5%. Et plus ou moins 5%, c'est rien du tout. Moi, ça fait 20 ans, on va dire, que je travaille en rémunération, 20 ans que je fais du conseil sur les structures salariales, 20 ans que je fais du benchmark et 20 ans que je dis non, mais quand on est à plus ou moins 15%, on est dans le marché. La directive, c'est 5%. Donc là, il va falloir vraiment agir et être précis. Donc, la question, c'est de se dire, est-ce que vous avez un budget dédié pour cette revalorisation pour répondre à la directive? Ou alors, est-ce qu'il faut gommer les écarts avec des budgets existants? Et on va dire, dans le cours général de la vie de l'entreprise, il y a des augmentations qui, par exemple, se font dans le cadre des NAO. Donc, si c'est dans ce cadre-là, il va falloir appliquer les critères de la revue de salaire. Le positionnement salarial, le budget. Et l'idée ici, pour Léo, c'est d'aller au-delà du budget pour permettre que le salaire de Léo se rapproche de son marché de référence. Alors, une question quand même, c'est que si l'écart est réellement significatif, est-ce qu'on a vraiment le budget pour faire l'augmentation en une fois? Surtout que pendant ce temps-là, on a des personnes comme Mireille ou Léa qui pourraient obtenir également une augmentation. Donc, on ne cherche pas un chiffre dans l'absolu, on cherche vraiment à réduire les écarts. En plus, vraiment ça, c'est un truc un peu
la minute astuce de pro, mais pensez bien qu'une trop grande augmentation en une fois peut vraiment avoir un effet contraire à l'effet désiré. La personne peut avoir la sensation réelle d'être dupée avec son salaire précédent. Et donc, au lieu de créer un contexte de satisfaction, une augmentation soudaine, rapide, en fait, peut créer le contexte de méfiance. Donc, n'oubliez pas non plus de regarder tous les éléments du package par rapport à des niveaux de poste comparables. Et en fait, ici, bon, sur le cas, on a relativement peu d'indications sur le package de Léo, mais regardez bien la rémunération globale, le salaire de base, le bonus, l'épargne salariale qui peut être différenciante par rapport à l'externe, mais également en interne, si vous avez plusieurs entités juridiques, par exemple. Et bon, ce qu'on disait dans le cas, c'est que Léo ne bénéficie pas de bonus malgré son poste. Donc là, vous avez vraiment un levier important pour vous permettre de vous rapprocher du package cible. Mais pour le coup, autant sur le salaire, moi, je reste très précautionneuse en disant, est-ce que vous avez vraiment intérêt à faire l'augmentation à une fois? Autant sur le bonus cible, moi, je ne ferai vraiment pas par étapes. Et en fait, parce que le bonus, c'est un très bon levier de reconnaissance. Donc, ne pas aller au bout de l'alignement pourrait générer un sentiment d'iniquité. Et Léo, on l'a dit, est revendicatif. Maintenant, bon, si l'écart il est de 0 à 20%, par exemple, sur un bonus, posez-vous quand même la question, ça fait vraiment beaucoup. En tout cas, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans ce cas, c'est que aucune décision ne peut être prise, même quand un collaborateur est en dessous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Heureusement, on va pouvoir prendre des décisions, mais ce que je veux dire, c'est que chaque décision impacte l'ensemble et doit être prise en coordination et en cohérence de la vision d'ensemble. Donc, pour atteindre l'équité, il faudra vraiment un alignement des décisions et un poids important de la RH dans les décisions. Si, par exemple, vous décidez, on va prendre des chiffres un peu fictifs, d'augmenter les hauts de 10% pour rattraper, mais que de l'autre côté, on dit à poste équivalent, vous augmentez les A de 5%, le bilan, il est nul. Elle était déjà au-dessus, et bien l'écart, il reste. Donc, c'est vraiment, chaque décision salariale doit vraiment se faire en coordination avec l'ensemble. Et donc, c'est là où ça va être important et la communication va jouer un rôle majeur. Allez, passons à la dernière partie sur la communication. Comme ça nous laissera du temps. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, donc comme ça, on aura le temps d'y répondre. Donc, nous venons de voir que l'un des points importants dans la prise de décision d'une évolution salariale est la comparaison avec des postes équivalents en interne et en externe. Et du coup, vous vous posez peut-être la question, doit-on pour autant communiquer les grilles salariales au manager direct? Parce qu'après tout, c'est le manager qui doit porter la décision d'évolution et non la décision d'évolution du salaire. Alors moi, j'ai envie de vous faire un peu une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En fait, ça va dépendre de la culture d'entreprise, des habitudes et de la maturité des managers sur le sujet. En fait, il est tout à fait possible de ne pas communiquer ouvertement aujourd'hui, mais de le faire dans quelques mois, quand les conditions seront plus favorables. Il est possible de communiquer sur les grilles de salaire, mais seulement si ce type de communication est courante dans votre entreprise, c'est-à-dire des politiques explicites et qui encouragent la transparence à tous les niveaux de l'organisation. Si vous êtes dans une entreprise qui n'a pas l'habitude de diffuser des informations RH à ses collaborateurs, ni à ses managers, mieux vaut commencer par communiquer régulièrement auprès des collaborateurs sur les objectifs de l'entreprise, les performances financières et les décisions importantes. Et ensuite, ouvrez-vous à plus de transparence, mais sincèrement, ne commencez pas à communiquer sur un sujet qui est hautement émotionnel comme la rémunération. Et avant de communiquer de façon complètement transparente, il faut vraiment s'assurer que les parties prenantes sont prêtes à recevoir l'information et à la transmettre. Moi, je me rappelle d'une société dans laquelle j'ai travaillé, où en fait, les managers ne comprenaient pas complètement la cohérence de la politique de rémunération et les implications. Donc, dès lors qu'ils étaient un peu bousculés
par leurs équipes, ils n'assumaient pas du tout les décisions et renvoyaient systématiquement vers le sachant, c'est-à-dire vers la RH, vers le DRH. Et en fait, ça créait beaucoup de frustration et c'était absolument pas efficace. Dernier point que je voulais vous dire aussi, au niveau de la communication, réfléchissez à la place de vos représentants du personnel dans cette transparence. On est toujours assez frileux à partager avec eux, on va devoir être de plus en plus ouvert et partager, mais moi j'ai connu un peu l'inverse. J'ai connu une société où la culture était tellement de les impliquer dans les décisions qu'on en était vraiment venu à négocier les grilles salariales et quel poste était à quel niveau. Et ça a vraiment fragilisé le système car ça manquait de souplesse parce que tout changement, toute évolution devait être soumise pour négociation et approbation. Donc, les instances représentatives du personnel ont vraiment un rôle à jouer et c'est vraiment la qualité du dialogue social qui fera la réussite. Donc, la transparence et la communication, oui, on aime, mais on aime aussi les étapes. Donc, ne vous sentez pas forcé d'ouvrir les livres. Il n'y a pas nécessairement nécessité. N'oubliez pas en fait que très peu de sociétés aujourd'hui donnent accès à tous les salaires en nominatif de la société. On est plutôt sur quelques startups avec un contexte très particulier et peu reproductible. Et en fait, ce n'est pas ce qu'on vous demande avec la directive sur la transparence des salaires. Et bien, pour conclure, je voulais juste rappeler que pour être efficace, votre communication doit être variée, pédagogique, voire ludique. Et elle doit s'effectuer en fait à l'aide de différents supports, via différents canaux et en fonction des types de population à plusieurs moments dans l'année. Et je voulais vous donner des exemples d'outils pratiques à mettre en place que vous avez certainement déjà, en tout cas pour certains. Vous pouvez faire, en termes de communication, des emails aux collaborateurs ou même aux managers en incluant des vidéos explicatives ou des fiches mémo synthétiques. Vous pouvez également faire des articles sur le site intranet. Vous pouvez avoir un temps dédié avec les managers pour expliquer les résultats des NAO. Ça aussi, c'est de la communication et de l'information. Je ne vais pas dire formation parce que je suis devant un parterre de DRH, mais c'est vraiment de l'information importante. Vous pouvez avoir des programmes, pour le coup, vraiment dédiés de formation avec des mises en situation concrètes sur comment annoncer une décision salariale. Ça, c'est des choses qui vont vraiment vous aider. On peut imaginer quoi d'autre? Un programme de salariés ambassadeurs. Et évidemment, l'outil, le Graal absolu, qui, moi, à mon sens, est survalorisé, c'est le BSI, le bilan social individuel, où chaque année, en tout cas à période régulière, on remet un document, papier ou électronique, aux collaborateurs, résumant l'entièreté du package. Et là, on va relativement loin en règle générale. On note aussi la mutuelle, la prévoyance, etc. Donc, je pense que vous l'aurez compris, la communication, elle est essentielle, mais elle doit se faire dans un cadre qui est préalablement défini. C'en est fini pour la partie un peu présentation. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer aux questions. J'ai cru voir passer quelques petits trucs. Donc, n'hésitez pas à me dire. Merci, Émilie. Merci beaucoup. Et effectivement, il y a pas mal de questions. Il y a déjà une main qui se lève également. Comment on fait? On prend la question de gérer, Clément. C'est toi qui vois dans quelle ordre tu veux les prendre. J'essaierai de répondre à tous si on n'est pas pris par le temps et que vous êtes. Mais là, pour le moment, il y a pas mal de temps, donc je pense qu'on va pouvoir répondre un petit peu à toutes les questions. Ouais. Svetlana, vu que tu étais la dernière à lever la main, je peux d'abord prendre les questions qui étaient dans le chat si ça ne te dérange pas, mais on viendra à toi juste après. Alors, je me remets parce que vu qu'il y a eu pas mal d'écrits, je remets tout ça. Tu remets dans l'ordre. Alors, il y a Jennifer qui nous demande quid des enquêtes gratuites proposées notamment par des cabinets de recrutement type MPage
iGroup, etc. Ouais, alors, Bêtises. non, c'est un très bon point parce que j'ai listé pas mal de possibilités. Moi, je suis une compagnie pure et dure, donc je suis pas fan. Et pourquoi je suis pas fan? Pour deux raisons. Même si ça peut avoir son intérêt. La première raison, c'est qu'ils n'ont qu'une vision parcellaire du marché, puisqu'ils n'ont qu'une vision parcellaire des gens qui bougent ou des postes à pourvoir. Et en tout cas, n'oubliez pas qu'eux prennent un pourcentage du salaire qui est proposé. Donc, ils ont tout intérêt à ce que les salaires soient les plus hauts possibles. Et comme c'est des personnes qui bougent, souvent, il y a une sorte de prime à la mobilité, au risque. Donc, en fait, ce n'est pas tout à fait révélateur du marché. On est plutôt sur le haut du marché. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut se dire, OK, c'est le haut du marché. La deuxième chose qui, moi, m'interpelle un peu dans leur façon de faire, c'est que là, pour le coup, très souvent, on travaille au titre. Et du coup, on n'est pas super cohérent sur, on manque de précision en tout cas sur les niveaux de poste. C'est pour ça que moi je suis pas une grande fan. Après, quand on n'a rien du tout, c'est toujours bien aussi d'ouvrir les livres et de voir ce qui est proposé. Ça peut permettre d'avoir déjà une tendance, parce que bon, même si ça manque de précision, on va quand même avoir la tendance du niveau de marché. Ils vont pas sortir 50 000 si le marché est à 35. Peu de chance. Donc on est quand même sur des choses. Mais moi, c'est vraiment pas mon favori. Très bien. Sur la transparence des rémunérations de freelance, il y a le Club des RH qui a fait un baromètre des TJM, si vous voulez voir. Vous pouvez aller le voir sur leur page LinkedIn. Je passe à la prochaine question. Je vois Valentin, ça le fait rire. Je fais un petit moment de pub. Ouais, mais c'est pas tout à fait pareil, Clément. Ah non, mais parce que là, vous, si je me trompe pas sur l'enquête, c'est du déclaratif des personnes. Donc, ça va donner une bonne tendance. Après, celui qui a peut-être un TJM dans les chaussettes, il va peut-être pas oser répondre. C'est peut-être le biais. Mais là, on va être sur quelque chose qui, à mon avis, est un petit peu plus costaud. Ça, je dis rien. D'ailleurs, Valentin, j'attends ma copie. Hein. L'objectif, c'était pas de démonter la méthode de Valentin, désolé. Alors, tiens, pour info, Émilie, il y a Nadia qui nous dit il y a Zephyr et Payscale comme concurrents à Figures. Ah bah merci. Voilà. Je ne sais pas si c'était ceux-là que tu avais en tête, mais en tout cas. Zephyr, je ne connais pas du tout, mais je me le note. Et Payscale, ouais. C'est ça que je cherchais. Alors, il y avait une autre question de Jennifer. Donc là, on part un petit peu de la partie, comment on appelle ça, enquête. Et donc Jennifer qui nous dit, est-ce qu'il y a des règles dans la directive sur le délai dans lequel faire les rattrapages? Donc là, on est sur la partie où on commençait à étudier le cas de Léo. Là. Ouais, voilà. Alors, je suis pas juriste, je préfère le dire directement. Par contre, je me renseigne quand même et ça va être transposé, donc on n'a pas toutes les réponses. Par contre, il semblerait que quand un collaborateur, une personne fait une demande en disant moi je pense que je suis maltraité, en France, on a 2 mois pour répondre. Et je dis en France, de tête, je ne sais plus si c'est les Pays-Bas ou la Pologne, ce qui n'a rien à voir, c'est 15 jours. Donc, il va falloir être assez vigilant, surtout si vous travaillez à l'international, de voir qu'il y a des réflexes que vous pourriez avoir en France qui sont différents dans les autres pays. Mais pour le moment, de ce que je comprends, on s'oriente sur 2 mois. 2 mois, c'est hyper long pour avoir une réponse quand on a dit qu'on n'était pas content. Mais ça peut être très court pour qu'une DRH se mobilise et puisse répondre. Donc, tout l'enjeu, en fait, ça va être que vous ayez préparé en amont et que ça soit le plus fluide possible, en fait, pour que quand vous avez une question, finalement, il n'y ait pas de l'archéologie à faire pendant X mois avant d'éventuellement pouvoir comprendre. Voilà. Donc ça, c'est le travail à faire en amont. Ok, alors toujours sur le même, je pense sur la même partie de ta présentation, il y avait celle qui nous demandait est-ce que les entreprises de toute taille sont concernées par la directive? Non. Alors, on est sur les entreprises de plus de 250 salariés
Et après, il va falloir publier l'index tous les ans. Après, plus de 100 salariés, ça va être tous les 3 ans. Mais en fait, ce qu'on sent, c'est qu'on se dirige vers, oui, toutes les entreprises. Donc, ça va être une mise en place plus lente. Donc, si vous êtes sur une société plus petite, vous avez le temps de vous mettre en ordre de marche. Par contre, c'est sûr que ça va arriver. Et puis, surtout, pouvoir communiquer en interne, mais surtout en externe, en disant, nous, on a un employeur de choix parce qu'on est transparent, parce que notre index est bon, c'est aussi un atout à mettre en avant. En fait, ouais, si je comprends bien, ça, on commence par les grandes entreprises, c'est des habitudes après générales de marché à prendre. J'imagine que c'est pour influencer toutes les entreprises à le faire au final, quoi. Exactement. Ok, très clair. Alors Nathalie nous posait aussi une question. Émilie, peux-tu nous préciser ce que tu intègres comme élément de salaire pour faire ton benchmark, prise en charge d'un mutuel, TR, les avantages en nature, PE, PERCO, prime exceptionnelle? Tu peux nous préciser ce que tu intègres? Sur l'enquête, ça va dépendre de ce que l'enquête propose. On n'a pas forcément tout. Au niveau de la directive européenne, ils sont relativement larges. Du coup, on va être sur tous les éléments cash, donc salaire de base, bonus, les primes exceptionnelles, tout ça. Ça, c'est sûr que ça va être intégré. Il semblerait qu'il y ait quand même une partie valorisation mutuelle prévoyance. Alors maintenant, comme c'est des contrats collectifs en France, c'est pas là où vous allez faire la différence. L'épargne salariale, que j'allais oublier, mais intéressement participation également. Et des informations que j'ai, c'est plutôt l'actionnariat salarié qui ne serait peut-être pas pris en considération. Donc, l'actionnariat salarié, ça va être tout ce qui est avantage d'augmentation du capital, les stocks options, les actions gratuites. Ça sortirait du scope, a priori, à confirmer quand même quand on va voir l'application. Et ça sortirait du scope en France, mais pas nécessairement dans les autres pays. Donc, essayez de viser large, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une prime que je donne comme ça, que je planque sous le tapis, ça ne va pas marcher. Ça essaye vraiment d'être exhaustif et c'est quand même étonnamment qualitatif. Ok, merci Nathalie qui nous disait un message après, qui nous disait présentation super claire. Merci beaucoup Émilie pour cet effort pédagogique. Merci Nathalie. Je vois que Svetlana a baissé la main. Est-ce que c'est qu'on a répondu à la question que tu avais? Est-ce que tu voulais toujours prendre la parole? Oui, on a répondu à ma question. Oui, merci. Ok, ça marche. Alors, il y en a toujours d'autres dans le chat. Je continue à les prendre au fur et à mesure. Alors, Jennifer qui nous repose une question, qui nous dit « Merci Émilie, beaucoup de bon sens. Peux-tu résumer les impacts pragmatiques de la directive pour les différentes tailles d'entreprise ?» Ça, là encore, on te demande un effort pédagogique. Alors, en fait, l'impact, il est simple. Alors, j'allais dire quelle que soit la taille d'entreprise, c'est un petit peu exagéré, mais c'est ça. C'est qu'au bout du bout, il y a une amende. Et de ce que je comprends, l'amende, elle va être plutôt salée. Donc, en fait, le choix, il est simple. Soit on se dit, ça ne m'intéresse pas, je ne le fais pas. Et puis, ils vont renforcer les contrôles et il y aura une amende et il pourra y avoir des prud'hommes parce que moi, je suis salarié dans votre entreprise et je dis non, mais moi, je considère que je suis mal payé. Pas de réponse. Je vais au prud'homme et c'est bien. Et c'est là où c'est l'inversement de la preuve de la charge parce que c'est pas au salarié de démontrer qu'il est mal payé, c'est à l'employeur de démontrer qu'il est bien payé. Donc c'est là où ça va être colossal. Donc ça, c'est vraiment pour la partie, on va dire, gendarme. Et puis après, la partie, c'est de se dire un peu marque employeur. Si je ne fais pas l'effort de montrer des salaires transparents, de bien traiter mes salariés, d'avoir une vraie équité entre les hommes et les femmes, on va pas se leurrer. Ça va se savoir. Si c'est opaque, les gens ils seront pas forcément bien dans cette entreprise. Et donc, côté marque employeur, ça va être sanction. Les candidats, ils vont dire, attends, je vais regarder sur Glassdoor. Oh non, ça n'a pas l'air, je viens pas.
Donc, c'est vraiment la guerre des talents. Si en fait, vous n'avez pas un système où les gens se disent, bah ok, on prend en considération tel et tel critère, pour moi c'est clair, je vois où je suis aujourd'hui, c'est franchement aligné, et demain, voilà le type de progression salariale. Si vous n'êtes pas en fait dans cette dynamique, en fait, la sanction, ça va pas être… Alors, il y a la sanction financière, je disais, elle est immédiate, mais la sanction, c'est surtout que vous allez perdre vos talents. Et ça, c'est dommage. Après, je pense qu'il faut faire simple et pragmatique. Il y a beaucoup de cabinets qui sont sur le dossier depuis des années et ils ont raison, surtout pour les très grosses entreprises, il y a quand même du boulot. Maintenant, il vaut mieux essayer de mettre un truc cohérent, simple, pragmatique, plutôt que de se dire je vais aller regarder tout dans le mini détail du détail et pas y arriver. Et je pense que vous serez plus valorisé par vos IRP, par vos managers, par vos collaborateurs en disant de façon transparente, voilà où on en est, on a identifié certains écarts, on va les corriger. D'ailleurs, il y a un budget spécial qui est dédié, vous voyez, vous pouvez… Et voilà où on en est un an après. Et on est transparent, et dans les décisions de promotion, etc., expliquer aussi et impulser un peu cette forme en fait d'équité et de cohérence. Vous y gagnerez. Svetlana, qui relève la main. Oui, j'ai une question très pratique qui m'est venue en esprit. En fait, moi, je suis restée dans une petite société de 30 personnes. En fait, on a eu justement en fait, en pratique en fait, des primes exceptionnelles aux managers qui sont exceptionnels, donc qui sont écrits nulle part, qui sont pas dans le contrat. Et donc, d'après ce que j'ai compris, vous avez dit qu'en fait maintenant ça passe plus, sachant qu'en fait j'ai déjà signalé que en fait oui ça peut être un problématique, mais vous pouvez qu'est-ce faire que des vous conseillez en fait? Vous pouvez, mais après, en fait, il ne faut pas qu'elles soient récurrentes si elles sont exceptionnelles. Justement, c'est le cas. En fait, c'était payé à presque même moment, 2 ans consécutifs. Donc, moi, je dirais c'est sur le fait, c'est plus exceptionnel en fait. Ouais, c'est un usage. Et donc, en fait, pour vous, en fait, ça passe plus en fait. Qu'est-ce que vous en C'est pas que ça pensez? passe plus, mais après, ça dépend. En fait, c'est la comparaison, c'est-à-dire que de toute façon, de fait, la prime exceptionnelle, elle va rentrer dans le package de comparaison du poste que vous étudiez par rapport au poste équivalent. Et elle va rentrer dans cette comparaison. Donc, si tout le monde a une prime, à la limite, vous voyez, ça se compense plus ou moins. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'il faut vraiment le penser package global. Et en plus, si vous avez donné des primes, il faut les valoriser à un moment. C'est pas, bon, t'étais sympa, hop, je te donne une prime. Mais c'est quel est le montant? Est-ce que c'est vraiment significatif? Et quel est l'effort que l'entreprise a fait par rapport à ça? Merci beaucoup. Valentin? Oui, il y avait aussi une autre question de Jennifer, je crois, mais j'aurais voulu avoir ton avis en fait sur le sujet du budget. On a parlé de justement définir un budget dédié pour ce genre de projet. Et j'aurais bien aimé que tu puisses nous donner ton avis sur comment tu vois les choses, comment tu définis bien un budget pour pouvoir travailler sur ce projet de transparence salariale. Oui, alors c'est vrai que le budget, c'est toujours crucial parce que en fait, ça va dépendre un peu de l'entreprise. On peut se permettre ou on ne peut pas se permettre. On a les moyens d'augmenter la masse salariale ou on ne l'a pas. Parce que franchement, moi, j'ai envie d'augmenter tout le monde, c'est super sympa, quoi. Mais la réalité, c'est que l'entreprise, elle va pas forcément pouvoir se permettre et être performante dans le temps. Donc, le budget, pour moi, c'est vraiment d'abord une analyse. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les écarts? De combien j'ai besoin pour combler ces écarts? Et là, en règle générale, on est vraiment sur un truc énorme. Donc après, on se dit, OK, alors le budget, ça serait ça. Peut-être que je pourrais combler que la moitié. Et ensuite, c'est aussi faire des arbitrages. Qui est-ce qui est absolument essentiel à faire et qui est-ce qui est les moins? Et
avec, OK, il y a ce côté, il y a les gens qui sont décrochés et puis il y a ceux qui sont au-dessus. Mais ceux qui sont au-dessus, à un moment, s'ils sont performants, si c'est eux qui tirent la boîte, etc., est-ce qu'on arrête de les augmenter? Est-ce qu'on arrête de leur donner des bonus le temps que les autres rattrapent? Donc, ça va être vraiment une balance entre, oui, il y a des choses qui ne sont pas normales et on le sait, dans toutes les sociétés, il y a une espèce d'historique, il y a celui qui s'est fait avoir depuis des années. Bon, là, il va falloir faire l'augmentation. Et puis, un peu comment je m'assure que je continue à engager les gens, que je continue finalement à ce qu'ils soient contents de venir et qu'ils comprennent aussi les décisions, qu'eux ont une augmentation peut-être plus faible cette année, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas content de leur travail, mais c'est parce que voilà, le budget a été réorienté vers d'autres personnes. Et c'est vraiment cette balance qu'il va falloir réussir à faire en construisant le budget. Donc, on peut faire des budgets dédiés. Ça, c'est l'idéal. Hein, quand et dire, voilà, je fais un gros push pour faire un rattrapage. Ça, c'est top. Mais après, il y a tout le reste. C'est pas je fais un rattrapage et puis 6 mois après, je fais mes augmentations de salaire dans le cadre des NAO et puis je continue à augmenter ceux qui sont en haut. Bah oui, mais à ce moment-là, le rattrapage, il servait à rien. Parce que c'est pas qu'un rattrapage marché, c'est un rattrapage les uns par rapport aux autres. Et c'est ça qui est délicat. Après, les gens, franchement, quand c'est bien expliqué, moi, je me rappelle une société, on est venu me voir, donc j'étais compagnon dans une société. La RH, elle est venue me voir, elle me dit, bah écoute, Émilie, on voudrait mettre tout le budget, l'entièreté du budget sur cette personne qui est en dessous, d'une équipe de 15 personnes. Je dis, attends, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. En fait, c'est demandé par toute l'équipe. Tout le monde considérait que c'était absolument anormal. Et effectivement, cette personne a été très, très basse. Et donc, toute l'équipe a dit, non, mais moi, cette année, je préfère ne pas avoir d'augmentation et qu'on règle le problème. Incroyable. On ne l'a pas tout à fait comme ça. On allait piquer du budget dans l'équipe d'à côté qui avait un petit peu moins besoin. Et on a quand même augmenté les gens de l'équipe. Mais voilà, il y avait une sorte de solidarité entre eux. Bon, bah, comme C'est quoi. intéressant. Ouais. Juste, je me disais, au lieu de lire les questions de Jennifer, est-ce que ça te conviendrait de prendre la parole pour témoigner ou poser tes questions? À part si tu peux pas, mais c'est simplement pour éviter que Clément puisse relire. À toi de nous dire. J'ai le micro. C'est bon, Oui. au revoir, Jennifer. Dans beaucoup de bon sens, Émilie. J'ai l'impression d'être Monsieur Jourdain qui faisait ce que tu faisais sans vraiment savoir, sans avoir posé toute la théorie que tu exposes. C'était un témoignage ou une question? Alors moi, j'étais plus intéressée en fait par le cas de la personne qui était déjà au-dessus du marché, parce que des fois, on a des personnes à retenir et il faut leur expliquer que ben non, Coco, tu es déjà super bien payé. Et pour moi, c'est la partie la plus difficile. Ça, c'est mon témoignage. Sur ce que tu expliquais juste à l'instant, moi, depuis longtemps, je suis arrivée dans des sociétés où il y avait des écarts de rémunération qui n'étaient pas logiques. Et dans les budgets d'augmentation, j'ai mis de côté une petite enveloppe qui était spécialement dédiée sur des rattrapages. Et ça a été expliqué et totalement bien entendu par les partenaires sociaux, enfin par l'ensemble à la fois des managers, des partenaires sociaux et l'ensemble des salariés. Donc, effectivement, pas tout d'un coup, pas toute l'enveloppe d'un coup, mais de manière progressive, ça passe et ça fait sens pour tout le monde. Voilà. J'avais une question, si c'était le sens de me donner le micro. Je suis arrivée 3 minutes en retard. Là, je suis plus en fonction, donc c'est vrai que j'ai un peu lâché l'actualité. Et j'ai cru comprendre qu'il fallait communiquer sur les fourchettes de rémunération dans toute annonce de recrutement. Et ma question, c'est parfois, on a des salariés qui sont
en poste, et puis le marché devient concurrentiel ou machin, et donc on va passer des annonces de recrutement pour une fonction similaire, avec des fourchettes qui potentiellement sont au niveau de leur salaire, alors qu'on recherche avec un petit peu moins d'expérience, voire au-dessus, si on cherche un équivalent. Et ça, je me demandais dans quelle mesure ça n'allait pas chambouler et précipiter tout le travail de faire ça en douceur, de communiquer progressivement, etc. Voilà, c'était ma question. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, je vois pas mal de posts passés sur LinkedIn de gens, en règle générale d'ailleurs des recruteurs, qui s'insurgent sur le fait qu'il n'y ait pas les fourchettes de rémunération dans les annonces en disant c'est pas normal, c'est une super pratique, faut le faire. Oui, dans l'absolu. Sauf que le problème, c'est que suivant l'état dans lequel on est en interne, ça peut être plus une grosse bombe que quelque chose qui aide. Maintenant, avec la directive, on va devoir le faire. Les candidats vont le demander de plus en plus. Et je pense qu'on a encore quelques mois pour régler le problème. Mais d'ici quelques mois, si sur ton annonce, tu te dis, bah non, je ne le fais pas. Moi, ça va trop être le boxon en interne, je ne le fais pas. De toute façon, on va être rattrapé en fait, par le fait que les candidats ils disent, il n'y a pas de fourchette, bah, moi, je n'y vais pas. Donc, du coup, je pense que, moi, à mon avis, c'est ces cas un peu critiques qu'il va falloir gérer en premier. Et c'est tout l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce que je gère en premier. Soit on a le super budget, on fait tout d'un coup, c'est génial. Bon, ça va, à mon avis, pas être le cas de beaucoup de monde. Soit c'est qu'est-ce que je gère en premier. Est-ce que ça va être gérer plus ce côté en interne? Est-ce que ça va être, ouais, mais là, le marché, il est en train de flamber. Donc, si je veux attraper des gens, bah, va falloir que j'explique. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir pouvoir mettre en œuvre. Après, la directive européenne, c'est vraiment la charge de la preuve et on peut expliquer des écarts historiques. Voilà, moi j'ai recruté un informaticien et au moment où je l'ai recruté, il y avait pénurie sur le marché. Mais tout ça, en fait, il faut que ça soit documenté. Documenté pour, si jamais un jour il y a la question, on puisse y répondre. Mais c'est des cas qui vont être difficiles, Jennifer, effectivement. Ouais, et en fait, c'est pas tant documenté en interne le fait qu'à telle époque, il y a telle personne qui a été recrutée au-dessus du salaire du marché. Moi, ce qui me déplaît, ce que j'ai jamais, enfin, essayé de jamais faire, c'est quand il y a des salariés qui, mais j'ai compris que là, pour le coup, la directive européenne allait nous obliger à le faire, qui, parce que tout le monde parle, viennent me voir en me disant tel informaticien qui est obsolète et machin, il est mieux payé que moi, alors que moi, je suis à jour des nouvelles technologies et machin, etc. Et que j'aime pas rentrer dans des comparaisons ou des explications, en fait. Ouais, c'est là où, en fait, il faut repousser la conversation en fait, pas rentrer sur de l'individuel, mais bien sur des postes comparables. Ok, bah, tu me dis ça pour Monsieur X, mais bon, moi, je te montre que par rapport à ton poste, etc., tu te situes là, bah, toi, tu es au-dessus de la moyenne. Donc, bon, voilà. Monsieur X, c'est autre chose. Voilà, et je discuterai avec lui si il souhaite discuter, mais par rapport au poste, et c'est là où le grading prend tout son sens. Qu'est-ce que je fais du poste à poste, job matching hyper précis, ou alors je fais justement un aggloméré plutôt sur du grade, et il faut repousser la conversation pour pas qu'elle soit individuelle. Parce que tout à fait d'accord. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler de ton collègue, on est en train de parler de toi et toi. Ouais. Voilà. Tout à fait d'accord sur la posture. Mais j'ai cru comprendre qu'il fallait justifier après des écarts de rémunération avec des personnes en particulier. Donc, pour moi, non. Mais après, okay. La difficulté, c'est quand on est sur des postes quasi uniques. Ouais, okay. Et c'est pour ça qu'il faut bien monter son truc pour éviter de se retrouver sur du poste avec 3 personnes. Le poste, il y a 3 personnes. Bah ouais. Donc là, où est la confidentialité ?
En Ben oui. France, j'ai l'impression quand même qu'on essaye de préserver la confidentialité. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays européens où on pourrait être